Lorsque l'on contemple les eaux calmes et azurées de la mer Méditerranée, il est difficile d'imaginer que l'on observe la zone de contact de l'une des machines tectoniques les plus chaotiques, les plus puissantes et les plus destructrices de la planète. Sous cette surface paisible se cache un théâtre d'affrontements géologiques colossaux où des continents entiers s'entrechoquent, où des mers géantes se sont évaporées avant de renaître et où le fond des abysses est balayé par des avalanches de boue à plus de 100 km/h. Aujourd'hui, nous inaugurons un tout nouveau format sur la chaîne. Pour la première fois, nous prenons le temps d'explorer un sujet dans toute sa complexité à travers cette vidéo. Notre voyage nous emmènera aux origines des forces qui façonnent cette région. Nous analyserons d'abord la mécanique pure de la collision entre l'Afrique et l'Europe, puis l'incroyable assèchement de la Méditerranée qui a déposé des montagnes de sel sous la mer. Nous plongerons ensuite dans le noir absolu des canyons sous-marins pour comprendre la menace des avalanches de fond, avant de découvrir comment l'ingénierie moderne réussit à bâtir des mégastructures capables de résister aux séismes les plus violents. Installez-vous confortablement pour cette grande immersion dans les entrailles de la Terre et la physique des extrêmes. Pour commencer notre exploration, il faut lever les yeux vers la carte du monde et comprendre la géométrie des plaques tectoniques. Le bassin méditerranéen n'est pas un espace immobile. C'est une zone de compression active où la plaque géante africaine remonte inexorablement vers le nord, s'enfonçant sous la plaque eurasienne à une vitesse moyenne de 6 à 8 mm par an le long de la marge nord-africaine. Cette vitesse peut sembler insignifiante à l'échelle d'une vie humaine. 8 mm par an, c'est environ la vitesse à laquelle poussent vos ongles. Mais à l'échelle des temps géologiques, appliquée à des masses rocheuses de plusieurs milliards de tonnes, cette dérive constante accumule une quantité d'énergie élastique absolument gigantesque au cœur de la croûte terrestre. Pour visualiser la physique de ce phénomène, imaginez un ressort en acier d'une taille monumentale. La plaque africaine pousse la roche, mais à la frontière des plaques, le frottement entre les blocs rocheux empêche le glissement fluide. La roche se bloque. Pourtant, derrière, la plaque continue d'avancer. La roche subit alors une déformation élastique. Elle se comprime, s'étire et accumule de l'énergie potentielle d'année en année, de siècle en siècle. Lorsque la contrainte mécanique accumulée dépasse la résistance ultime à la rupture de la roche, le bloc cède brutalement. En quelques fractions de secondes, la rupture se propage le long d'un plan de faille sur des dizaines de kilomètres. L'énergie élastique accumulée pendant des siècles est libérée instantanément sous forme de chaleur et d'ondes sismiques. C'est le séisme. La physique des ondes nous enseigne que cette énergie se propage à travers le globe sous forme de deux grands types d'ondes de volume. Les premières à arriver sont les ondes primaires, appelées ondes de compression. Ce sont des ondes longitudinales. Elles déplacent les particules du sol dans la même direction que la propagation de l'onde, à la manière d'un accordéon ou d'un ressort que l'on compresse brutalement. Ces ondes traversent aussi bien les roches solides que les fluides et se déplacent à une vitesse terrifiante de 6 km par seconde dans la croûte terrestre. Juste derrière les ondes de compression arrivent les ondes secondaires, appelées ondes de cisaillement. Elles secouent le sol perpendiculairement à leur direction de propagation, exactement comme une corde que l'on secoue de haut en bas. Contrairement aux ondes de compression, les ondes de cisaillement ne peuvent pas se propager dans les liquides, car un fluide ne possède pas de résistance au cisaillement. Ce sont ces ondes de cisaillement, combinées aux ondes de surface qui font onduler le sol comme la houle marine, qui provoquent la majorité des destructions sur les structures humaines. Cette compression tectonique ne fait pas que déclencher des séismes. Elle soulève également des chaînes de montagnes entières comme l'Atlas, créant un relief escarpé qui impose des défis colossaux aux ingénieurs, comme nous l'avions vu dans notre vidéo sur la traversée de l'Atlas et la percée de ces tunnels géants. Cette physique des failles en compression s'illustre de manière dramatique le long de la côte algérienne. Le 10 octobre 1980, la région de Chlef a été le théâtre d'un séisme majeur de magnitude 7.3. Ce séisme était le résultat direct du jeu d'une faille inverse chevauchante. Dans une faille inverse, sous l'effet de la compression tectonique, le bloc de roche supérieur monte et chevauche le bloc inférieur. Lors du séisme de Chlef, la croûte terrestre s'est déchirée sur une longueur de 40 km et le sol s'est soulevé brutalement de plus de 3 mètres par endroit. Ce soulèvement brutal a déplacé le lit des rivières, détruit les infrastructures et démontré la violence des contraintes de compression qui s'exercent dans
dans la région. 23 ans plus tard, le 21 mai 2003, la ville de Boumerdès subissait une catastrophe similaire, liée à une faille inverse sous-marine située à quelques kilomètres au large des côtes. La rupture de cette faille sous-marine de magnitude 6,8 n'a pas seulement secoué la terre ferme avec une accélération du sol dépassant 1,5 fois l'accélération de la gravité terrestre. Elle a également soulevé le fond de la mer, provoquant un soulèvement du littoral de plus de 50 cm et générant un tsunami modéré qui s'est propagé à travers la Méditerranée jusqu'aux îles Baléares. Lors du séisme de Boumerdès, un autre phénomène géotechnique terrifiant s'est produit dans les sols meubles de la plaine côtière, la liquéfaction des sols. Lorsqu'un sol est composé de sédiments sablonneux saturés d'eau, les secousses répétées des ondes de cisaillement augmentent brutalement la pression de l'eau présente entre les grains de sable. Si cette pression d'eau devient égale à la pression des roches situées au-dessus, les grains de sable perdent tout contact mécanique les uns avec les autres. Instantanément, un sol ferme se transforme en un fluide liquide incapable de supporter le moindre poids, engloutissant les fondations des bâtiments. Maintenant que nous avons compris le fonctionnement de cette presse hydraulique tectonique qui comprime le bassin méditerranéen, il est temps de faire un saut dans le temps pour aborder une métamorphose géologique encore plus extrême. Il y a environ 5 960 000 ans, durant l'époque géologique du Miocène supérieur, la collision entre l'Afrique et l'Espagne a atteint un point de bascule critique. Le mouvement tectonique des plaques a progressivement soulevé le seuil rocheux au niveau du détroit de Gibraltar, fermant les seuls chenaux maritimes qui reliaient l'océan Atlantique à la mer Méditerranée. Privée de son alimentation par l'océan, la Méditerranée s'est retrouvée isolée du reste du monde. Et c'est là que la thermodynamique du climat entre en scène. Dans le bassin méditerranéen, le bilan hydrique est négatif. Cela signifie que le volume d'eau qui s'évapore chaque année sous l'effet du rayonnement solaire et de la chaleur est considérablement supérieur au volume d'eau apporté par la pluie et par tous les fleuves réunis, comme le Nil, le Rhône ou le Pô. En temps normal, c'est l'océan Atlantique qui déverse continuellement un flux massif d'eau à travers le détroit de Gibraltar pour compenser ce déficit d'évaporation. Mais lorsque le détroit s'est fermé, le piège thermodynamique s'est refermé. L'évaporation s'est poursuivie à un rythme effréné. Année après année, le niveau de la mer a chuté de manière vertigineuse. En l'espace de quelques milliers d'années seulement, un clin d'œil à l'échelle géologique, le niveau de la mer Méditerranée s'est effondré de plus de 1500 mètres. Imaginez le spectacle. Un océan entier s'évaporant complètement, laissant place à une cuvette aride et brûlante située à près de 2000 mètres sous le niveau zéro des océans mondiaux. La Méditerranée était devenue une vallée de la mort titanesque, où les températures au fond de la dépression atteignaient des sommets en raison de la pression atmosphérique considérablement plus élevée en profondeur. Mais que se passe-t-il sur le plan chimique lorsqu'un volume de 3 700 000 km3 d'eau de mer s'évapore? L'eau pure s'échappe vers l'atmosphère sous forme de vapeur, mais les sels minéraux dissous dans l'eau de mer ne s'évaporent pas. À mesure que le volume d'eau diminue, la concentration des ions en solution augmente drastiquement dans ce qui reste de saumure. Lorsque la saumure atteint son point de saturation chimique, les minéraux commencent à précipiter et à se cristalliser au fond du bassin. C'est le principe de la cristallisation fractionnée par évaporation. Les premiers minéraux à se déposer sont les carbonates de calcium, suivis par les sulfates de calcium comme le gypse. Puis, lorsque la concentration devient extrême, le chlorure de sodium, le sel de table ou halite précipite de manière massive. Cette physique de la précipitation saline à grande échelle rappelle les mécanismes spectaculaires qui ont formé le rocher de sel de Djelfa, un phénomène géologique rare que nous avions décortiqué dans un précédent épisode. Au cours de cette crise de salinité messinienne, ce processus de précipitation s'est répété à plusieurs reprises au fur et à mesure que de petites incursions d'eau atlantique remplissaient et séchaient à nouveau le bassin. Le résultat géologique de ce phénomène est ahurissant. Au fond du bassin méditerranéen, sous les sédiments marins actuels, repose une couche géante de sel dont l'épaisseur atteint par endroits 1 à 3 km. Cette couche de sel géante sous-marine joue encore aujourd'hui un rôle crucial en géologie marine et en exploration pétrolière.
Le sel étant un matériau à faible densité et à comportement plastique sous forte pression, il se déforme au fil des millions d'années en créant des dômes de sel sous-marins appelés diapyres, qui piègent des réserves d'hydrocarbures et déforment le fond de la mer. Puis, il y a 5 330 000 ans, l'histoire a basculé une fois de plus. Les contraintes tectoniques ou l'érosion par débordement de l'Atlantique ont rompu le barrage naturel du détroit de Gibraltar. Cet événement, connu sous le nom d'inondation zancléenne, a donné lieu au déversement d'eau le plus spectaculaire de l'histoire terrestre. Un débit d'eau d'une puissance inimaginable, estimé à plus de 100 millions de mètres cubes par seconde, soit plus de 1000 fois le débit actuel du fleuve Amazone, s'est engouffré à travers la brèche de Gibraltar. Les calculs d'hydrodynamique montrent que la mer Méditerranée s'est remplie à nouveau à une vitesse stupéfiante, le niveau de l'eau remontant de plusieurs mètres par jour. En quelques mois seulement, la cuvette désertique était redevenue la mer que nous connaissons aujourd'hui. Cet assèchement cataclysmique et ce remplissage brutal ont laissé une empreinte indélébile sur la topographie des côtes méditerranéennes. Et c'est cette topographie sous-marine extrême qui nous amène au mystère des abysses. Lorsque la Méditerranée s'est asséchée pendant la crise messinienne, les fleuves qui se jetaient dans la mer ont dû s'adapter à une chute brutale de leur niveau de base de plus de 1000 mètres. Pour rejoindre le fond de la cuvette asséchée, les cours d'eau ont entamé une érosion fluviale d'une violence extrême, creusant de véritables grands canyons dans la roche des marges continentales. Aujourd'hui, ces canyons sont de nouveau totalement immergés sous des centaines ou des milliers de mètres d'eau de mer. Le canyon sous-marin d'Alger ou le canyon de Boumerdès en sont des exemples parfaits. Ce sont de véritables ravins abyssaux, aux parois vertigineuses qui descendent depuis la côte jusqu'aux plaines abyssales situées à plus de 2000 mètres de profondeur. Pendant longtemps, les océanographes ont pensé que ces canyons sous-marins étaient des environnements calmes et immobiles uniquement soumis au dépôt lent des poussières sédimentaires. La réalité est infiniment plus dynamique et dangereuse. Ces canyons sont le théâtre de l'un des phénomènes de mécanique des fluides les plus puissants de la planète, les courants de turbidité. Un courant de turbidité est une avalanche sous-marine de boue, de sable et de sédiments. Pour comprendre la physique de ce phénomène, il faut faire appel à la mécanique des fluides à densité variable. Considérez de l'eau de mer classique. Sa masse volumique est d'environ 1020 kg par mètre cube. Maintenant, imaginez qu'un séisme le long de la côte déclenche un glissement de terrain sur le bord supérieur d'un canyon sous-marin. Des millions de tonnes de sédiments, de vase et de sable sont mélangés à l'eau sous l'effet des secousses. Ce mélange d'eau et de particules en suspension forme un fluide composite dont la masse volumique devient beaucoup plus élevée que celle de l'eau de mer environnante, atteignant parfois 1300 ou 1400 kg par mètre cube. Sous l'action de la seule force de gravité, ce fluide plus lourd est irréversiblement entraîné vers le bas le long des pentes du canyon. À mesure que l'avalanche sous-marine descend la pente, elle accélère, et c'est là que se produit un phénomène d'auto-entretien fascinant. La vitesse de l'écoulement crée de la turbulence à la base du courant, ce qui arrache encore plus de sédiments au fond du canyon. Plus le courant arrache de sédiments, plus sa densité augmente et plus il accélère. Ces courants de turbidité peuvent atteindre des vitesses absolument terrifiantes de plus de 100 km/h au fond des abysses. Ce ne sont pas de simples écoulements d'eau troublée, ce sont des fleuves de boue et de roches possédant une masse phénoménale et une énergie cinétique gigantesque. L'humanité a découvert la puissance dévastatrice de ces courants de turbidité lors de l'essor des télécommunications mondiales. Aujourd'hui, plus de 90% du trafic Internet mondial ne passe pas par les satellites, mais par des câbles de fibre optique sous-marins posés directement sur le fond des océans. Lorsque des courants de turbidité se déclenchent le long de la marge nord-africaine, ils dévalent les canyons sous-marins et percutent de plein fouet les câbles de fibre optique qui traversent la Méditerranée pour relier l'Europe à l'Afrique et à l'Asie. La force de cisaillement et d'impact de ces avalanches sous-marines est telle qu'elles sectionnent de multiples câbles renforcés en acier comme de vulgaires fils de paille, provoquant des coupures d'Internet majeures et nécessitant des interventions navales ultra complexes pour réparer les câbles à des kilomètres de profondeur. Cette dynamique sous-marine rappelle à quel point la stabilité des fonds marins est cruciale dès qu'il s'agit d'aménager les côtes. Un enjeu majeur que nous avions évoqué lors de notre analyse de l'ingénierie du port géant d'El Hamdania. Ceci nous amène à la conclusion naturelle de notre trajectoire scientifique.
comment l'humanité utilise la physique et l'ingénierie de haute précision pour bâtir des mégastructures parasismiques capables de défier cette presse géologique. Vivre le long d'une zone de collision tectonique active impose un défi permanent aux ingénieurs civils. Lorsqu'un séisme se produit, le sol accélère brutalement. Selon la deuxième loi de Newton, la force subie par un bâtiment est égale à sa masse multipliée par l'accélération du sol. Plus une structure est lourde et rigide, plus les forces d'inertie qui cherchent à la déchirer à sa base sont colossales. Pendant très longtemps, la stratégie d'ingénierie consistait simplement à construire plus solide, en ajoutant du béton et de l'acier pour s'opposer frontalement aux forces. C'est la logique des grands ouvrages en béton armé, un principe d'équilibrage des forces massives que nous avions exploré en détail lors de notre étude comparative du barrage de Beni Haroun. Mais face à la violence dynamique d'un séisme majeur, la force brute ne suffit pas toujours. L'ingénierie moderne a donc développé des concepts d'une élégance physique remarquable, fondés non pas sur la résistance absolue, mais sur la dissipation d'énergie et le contrôle des fréquences de résonance. Le premier grand principe de l'ingénierie parasismique moderne est l'isolation à la base. Au lieu de fixer un bâtiment directement sur le sol rocheux, les ingénieurs insèrent des appuis élastomériques flexibles entre les fondations et le bas de la structure. Ces isolateurs parasismiques sont constitués d'un empilement de feuilles d'acier et de couches d'élastomère ou de néoprène, souvent associés à un noyau central en plomb. Sur le plan physique, l'isolateur agit comme un filtre pour les ondes sismiques. L'élastomère offre une grande souplesse horizontale, ce qui permet au sol de bouger violemment de gauche à droite sous l'effet des ondes de cisaillement sans transmettre cette accélération au bâtiment. Lorsqu'une secousse se produit, le sol tremble sous la structure, mais la structure reste quasi immobile en flottant sur ses isolateurs. De son côté, le noyau en plomb subit une déformation plastique sous le cisaillement. En se déformant, le plomb absorbe l'énergie cinétique du séisme et la transforme en chaleur, évitant ainsi que le bâtiment n'entre en résonance destructive. L'application la plus spectaculaire de cette ingénierie de haute précision en Afrique du Nord se trouve au cœur de la baie d'Alger, le minaret de la grande mosquée d'Alger, Jama El Jazaïr. Élevé une tour de 265 mètres de hauteur, le plus haut minaret du monde, dans une zone sismique de première catégorie soumise aux failles inverses de la Méditerranée, représentait un défi d'ingénierie réputé impossible par beaucoup. Pour réussir cet exploit, les ingénieurs ont combiné l'isolation à la base et la fondation profonde. Le minaret repose sur un réseau de pieux barrettes en béton armé ancré à plus de 45 mètres de profondeur dans le sol solide pour éviter tout risque de liquéfaction. Au-dessus de ces fondations, toute la structure de la tour est posée sur un système d'isolateurs parasismiques de pointe. Ce système permet d'allonger la période propre de vibration du bâtiment. La physique des oscillations nous apprend que si la fréquence naturelle d'un bâtiment correspond à la fréquence des ondes sismiques du sol, le phénomène de résonance amplifie les mouvements de manière catastrophique, entraînant l'effondrement de la structure. En assouplissant la base grâce aux isolateurs, les ingénieurs découlent la fréquence du minaret de celle du sol, garantissant que la tour oscille de manière douce et sécurisée, même lors d'un séisme majeur. En observant l'ensemble de ces phénomènes, de la dérive des plaques tectoniques jusqu'aux isolateurs en plomb des gratte-ciel modernes, une vérité scientifique majeure se dégage. La Méditerranée n'est pas simplement un décor géographique, c'est un système thermodynamique et géodynamique vivant, d'une complexité absolue. Les forces qui ont asséché le bassin il y a 5 millions d'années, celles qui déclenchent les avalanches de boue dans le canyon d'Alger ou celles qui font trembler la terre à Chlef et Boumerdès sont toutes les manifestations d'un seul et même moteur, la lente et inexorable dérive des continents. L'humanité ne peut pas arrêter la tectonique des plaques. Nous ne pouvons pas empêcher la plaque africaine de continuer sa course vers le nord. Mais grâce à la compréhension de la géologie, de la mécanique des fluides et de la physique des matériaux, nous sommes désormais capables de lire le passé du globe, d'anticiper ses soubresauts et de construire des structures capables de traverser les siècles en toute sécurité. Nous voici arrivés à la fin de ce grand format. C'était un vrai plaisir de prendre le temps d'explorer ce sujet en profondeur avec vous aujourd'hui.
Je tenais à vous remercier du fond du cœur d'avoir suivi cette aventure scientifique jusqu'à cette toute dernière minute. Votre curiosité et votre passion pour le décryptage de notre planète sont la plus belle des motivations. Dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé de ce grand voyage au cœur du bassin méditerranéen et quelles autres énigmes géologiques ou monuments d'ingénierie vous aimeriez explorer dans un prochain grand épisode. Si vous avez apprécié ce voyage, n'hésitez pas à laisser un grand pouce bleu et à partager cette vidéo autour de vous à des passionnés de sciences et d'ingénierie. Et pour ceux d'entre vous qui souhaitent soutenir directement le travail de recherche, d'écriture et de production graphique de la chaîne, vous pouvez utiliser le bouton Merci ou Super Thanks sous la vidéo. Votre soutien direct est ce qui me permet de continuer à produire ces contenus approfondis et indépendants. Merci encore pour votre présence et votre fidélité exceptionnelle et je vous donne rendez-vous très bientôt